BFM Business, BFM Crypto, le club. Amaury de Tonquédec. Bonjour à tous, c'est le club BFM Crypto. Merci d'être avec nous. Voilà, vous avez pu voir un petit peu mes talents de danseur. La régie m'a dit d'attendre avant de parler, donc j'ai attendu, j'écoute les consignes. Nous n'avons pas le droit de posséder des bitcoins. Ce sont les mots de Jérôme Powell, le président de la Fed. On va revenir sur cette déclaration. On va voir si elle a son importance ou si ce sont juste plutôt des mots comme ça en l'air. Et puis une autre citation, non à l'euro numérique, oui à une réserve stratégique en bitcoin. Ce sont les mots d'une députée européenne. Évidemment, le sujet est mis sur la table pour la première fois par une politique chez nous en Europe. Et puis, ça y est, le Salvador. Bukele cède face au FMI. Il modifie la loi Bitcoin. Qu'est-ce qui va se passer concrètement? Qu'est-ce que ça pourrait changer pour le Salvador, pour le Bitcoin d'une manière générale? Évidemment, on va en parler. Et puis, Deutsche Bank sera peut-être sur Ethereum. Assez incroyable. On en parlera évidemment dans cette émission. Et puis, on finira en beauté avec des petits tips pour vous aider à faire votre déclaration de revenus. Moi, j'ai toujours un peu de mal, donc on fera ça notamment avec Arié Barouk. Bonjour Arié. Bonjour. Cofondateur de Fox Audit. On sera avec Raphaël Bloch, cofondateur de The Big Whale, et Valentin Demey, CEO de Cube3. Bonjour messieurs, bonjour à tous les trois. Ravi d'être avec vous aujourd'hui. Bon, je propose qu'on commence quand même avec cette déclaration de Jérôme Powell qui a quand même beaucoup fait parler. Moi, la question que je me pose, alors je vais redire la phrase quand même pour ceux qui auraient loupé le sommaire. Nous n'avons pas le droit de posséder des bitcoins. Il fait référence évidemment à cette potentielle réserve stratégique qui pourrait être faite du côté des États-Unis. Raphaël, est-ce que ça pourrait tout simplement remettre en cause ce projet, cette déclaration? Oui, alors effectivement, quand Jérôme Powell parle, en général, tout le monde l'écoute. Donc forcément, hier, c'était donc la réunion sur la politique monétaire de la Fed, très attendue pour plein de raisons, notamment sur les taux. Mais effectivement, il y a eu une question d'un journaliste d'Axios qui lui a dit « Est-ce que vous pourriez vous porter acquéreur de Bitcoin au titre justement des États-Unis ?» Et en réalité, ça n'est pas dans le mandat en fait de la Fed d'investir au titre des États-Unis. Ça, c'est le travail du Trésor, qui est le ministère des Finances américain. Donc ça a fait réagir sur les marchés parce que finalement, les gens se sont dit les Américains et Trump ne vont pas en fait aller jusqu'au bout de leur idée de réserve stratégique, mais en réalité, ce travail va davantage être enclenché avec, vous savez, le conseil que Trump veut créer à la Maison-Blanche et également donc, le secrétaire d'État au Trésor qu'il va vraisemblablement nommer à partir de janvier et qui là planchera sur cette question. Mais effectivement, quand Powell a répondu à cette question, il rappelait juste ce qui est dans les statuts de la Fed, à savoir que ce n'est pas eux qui vont investir en fait, au nom des États-Unis. Bon, donc oui, effectivement, vous l'avez dit, quand Jérôme Powell s'exprime souvent, ça fait, il y a des réactions. Valentin, qu'est-ce qu'on peut dire là-dessus d'autre? C'était en fait ce que nous dit Raphaël, c'est que finalement, Jérôme Powell dit juste, bon, c'est pas que ça peut pas se faire, mais c'est pas moi qui vais le faire. Exactement. Rien de nouveau. Je ne sais pas qui dans ces gros postes n'a pas encore acheté de Bitcoin pour commencer à faire 2-3 news qui fait baisser le prix des actifs numériques, parce qu'effectivement il y a 2-3 choses. On a entendu parler du FMI tout à l'heure, on y reviendra. Mais ouais, quelqu'un a oublié d'acheter du Bitcoin et donc a fait baisser son prix de 6-7 000 $ avant qu'il parte probablement plus haut. Ce qui est certain, c'est que à ce stade, il n'y a pas de news qui font particulièrement peur. Le plan, les promesses de Trump continue de se dérouler. Ça n'aurait jamais dû être Powell qui fasse ce move-là, donc il le redit. Après, est-ce qu'il y aura d'autres informations qui viendront contredire les promesses de Trump? Pour l'instant, il n'y en a aucune. Le plan se déroule toujours comme prévu. Voilà. Bon, et très clairement, et puis ce qui fait réagir, c'est évidemment des déclarations du côté de chez nous, en Europe. Une députée européenne quand même qui s'est exprimée sur l'euro numérique et sur une réserve potentielle de Bitcoin pour l'Union européenne. Non à l'euro numérique, oui à une réserve stratégique de Bitcoin. Ce sont les mots d'une députée européenne, Sarah Knafo. C'est inédit, Valentin. C'est la première fois qu'on a une responsable politique qui s'exprime sur une potentielle réserve stratégique en Europe de Bitcoin? Avec autant de vigueur et en public, oui. Il y a eu souvent des prises de position sur ce sujet ces dernières années, alors pas forcément sur les réserves stratégiques, mais sur la place de Bitcoin. Il y a souvent eu, même à l'Assemblée nationale, des députés pro-crypto qui ont essayé de faire passer des annonces. Ça n'a pas forcément, et des messages, ça n'a pas forcément pris autant d'ampleur que ce qu'on voit là. Là, ce qui est intéressant, c'est que c'est au niveau de l'Union européenne que cette responsable politique a effectivement suffisamment compris les enjeux qui concernent la géopolitique et qu'elle le porte avec vigueur et avec des solutions. Est-ce que ça prendra suffisamment d'ampleur pour être réalisé, compris? Ça fait des années et des années qu'on essaie de faire passer ces messages-là, que des professionnels du secteur essayent de convaincre les décideurs politiques. La DAN, dont je suis administrateur, en fait évidemment partie, mais d'autres personnes avec des sociétés, en l'occurrence, si on le cite, Sébastien Gouspillou, qui fait du minage, qui avait essayé de convaincre EDF et toute la bande, n'avaient pas réussi à le faire.
En l'occurrence, encore une fois, on est au Parlement européen. C'est une prise de parole qui a été extrêmement relayée, même relayée par le président du Salvador, relayée par Michael Saylor, qui est quand même l'entreprise qui détient le plus de Bitcoin au monde. Donc il y a quand même cette prise de conscience, en tout cas, que désormais, avec ces annonces de Trump, on ne peut plus rester les yeux fermés face à la réserve stratégique du Bitcoin. C'est qu'il faudra se prononcer en rendant des comptes à la fin, si oui ou non il faut le faire. Mais là, la plus grosse caisse de résonance, c'est clairement, il faut ouvrir les yeux. Oui, on le fera, et voici les conséquences. Non, on ne le fera pas, et voici les conséquences. Mais on ne peut plus ne rien dire. Et ça, c'est nouveau. Ça, c'est nouveau. À cette échelle-là, c'est totalement nouveau. Raphaël, les choses bougent politiquement. Vous sentez qu'il y a un mouvement? Parce que c'est assez intéressant, parce qu'il y a votre collègue, Grégory Raymond, qu'on connaît bien ici, qui avait fait un tweet ou un post, bref, je ne sais plus sur quel réseau, mais qui avait dit il y a quelques semaines que finalement, un parti qui éventuellement voulait faire, éventuellement parler de, pas forcément de réserve nationale de Bitcoin, le Rassemblement national a dit que finalement, ça n'avait aucun intérêt et tout. Et puis là, finalement, les choses changent assez vite. On a effectivement cette députée européenne qui s'exprime sur le sujet. Est-ce que pour vous, c'est un game changer? Oui, alors tout à fait. Alors effectivement, c'était donc Jean-Philippe Tanguy qui serait un peu le monsieur économie, enfin pas forcément, mais en tout cas qui travaille pas mal sur ces questions, qui s'est prononcé en expliquant que ça n'était évidemment pas une option pour le RN. Là, en fait, ce qui est intéressant, c'est qu'on va rentrer dans la période où, avec un Bitcoin autour des 100 000 $, voire potentiellement dans les mois qui viennent, davantage. Et effectivement, j'allais dire presque en tant qu'Européen, malheureusement, parce que Donald Trump a un peu imprimé le tempo en fixant l'agenda, en disant, voilà, nous, on se fixe pour objectif de créer cette réserve stratégique. C'est vrai que, un peu comme d'habitude, en Europe, on va davantage être suiveur. Et donc là, il va falloir être capable de distinguer les politiques qui ont vraiment travaillé le dossier sur le fond, et justement, on a échangé en fait hier matin avec Sarah Knafo pour essayer un peu de comprendre ce qu'elle voulait vraiment dire, parce que finalement, la vidéo a beaucoup tourné, mais on parle à la fois de réserve stratégique, donc au niveau européen, au niveau national, et on parle même de souveraineté individuelle, parce qu'effectivement, dans son esprit, Bitcoin est aussi une manière d'investir à titre particulier pour se protéger de la censure. Voilà, donc on est quand même dans un... Elle parle même de l'euro numérique aussi. Voilà. Donc en fait, ça va être intéressant, parce qu'effectivement, je suis d'accord avec Valentin, on va davantage en parler, il va falloir se positionner, mais on va aussi avoir du travail pour effectivement expliquer de ce qui relève vraiment du travail de fond et de la conviction sur le Bitcoin, de ce qui relève aussi un peu de l'annonce, et de dire, voilà, on veut se positionner, on va faire parler de soi. Et en l'occurrence, là, j'aurais un peu de mal à trancher sur le sujet, parce qu'effectivement, elle a été reprise partout, on en a beaucoup parlé. Maintenant, il faut voir ce que ça va donner, parce qu'elle est seule dans son groupe, donc Reconquête à l'échelle européenne, et il faut voir ce qu'elle est capable de porter, effectivement, d'un point de vue politique. Ce que j'analyse effectivement très rapidement, c'est quand même on attendra le dernier sondage en mai prochain de l'augmentation ou non des détenteurs d'actifs numériques en France, en Europe. Cela étant, c'est quand même une poche électorale de 13 à 14%. Donc j'ai envie, moi, mon analyse première, c'est de savoir si oui ou non elle est bien conseillée, a priori, vu l'alignement des mots. On est plutôt sur quelqu'un qui a soit été bien conseillé, soit qui a bien compris. En tout cas, on ne se trompe pas de cible. On tombe plutôt au milieu de la cible que sur les côtés. Et après, effectivement, vu la reprise que ça a été sur les réseaux, l'intérêt que ça génère d'un point de vue géopolitique, et c'est vrai qu'on est à la traîne, mais je trouve qu'on est moins à la traîne que d'habitude. On n'a pas mis 3 ans à prendre conscience et à faire une tribune politique au Parlement européen. Donc c'est moins grave que d'habitude. Trump est toujours pas encore en poste, qu'on commence à se poser la question. Oui, c'est vrai. Donc ça, c'est bien. Et après, la dernière chose, c'est si ça fait du bruit, dans tous les cas, ça fera forcément un phénomène de société sur lequel les politiques devront se poser. Et si c'est pas 7 députés qui arrivent à le récupérer, ça sera quelqu'un d'autre. En tout cas, ça bouge et ça bouge fort. Et en tout cas, effectivement, ça fait du bruit dans le monde, Raphaël, parce qu'il y a même Nayib Bukele, le président du Salvador, qui a réagi. Il y a aussi Michael Saylor de MicroStrategy qui a réagi. C'est vrai, mais là on parle de président et de patron d'entreprise. Ce qui est juste un peu plus compliqué à apprécier dans la situation, c'est que là on parle d'une élue européenne, d'opposition. Enfin, je veux dire, on est quand même, il y a un niveau d'asymétrie en termes de capacité d'influence politique qui est assez énorme. Donc c'est très bien, je parlais d'elle. Moi je pense que dans un mois on l'aura déjà oublié. Enfin, je veux dire, je pense pas qu'il y ait de suite à ce type d'annonce, et je pense qu'on va avoir beaucoup de politiques qui vont se positionner en Europe. Maintenant la question c'est de ne pas diluer le discours et de vraiment savoir ce qu'on peut faire au niveau national, potentiellement européen, sur ces questions, parce que c'est bien d'annoncer des choses, mais maintenant il va falloir voir ce qu'on est capable de faire concrètement. Arié Barouk, donc associé chez Fox Audit, donc cabinet d'expertise comptable et de commissariat aux comptes, avec une spécialisation en cryptoactifs. Sur ce qu'on se dit là, le fait qu'il y ait des politiques qui commencent à prendre le sujet en main, qu'il y ait Donald Trump qui en parle, qu'il y ait le président de la Fed qui en parle, est-ce que vous sentez un petit peu sur le terrain une demande qui est plus forte, ou disons une
votre spécialisation en cryptoactifs qui prend une autre dimension, ou en tout cas qui est vue différemment par des acteurs qui ne le considéraient pas, enfin qui ne le prenaient pas forcément au sérieux au départ? Alors clairement, on va dire que c'est pas nécessairement cette déclaration qui va faire que le monde... Je ne parle pas de celle-là en particulier, je parle de ce qui se passe là quand même depuis plusieurs semaines. Clairement, le fait que le cours augmente de façon assez exponentielle, oui, ça joue dans nos intérêts, clairement, au niveau des clients qu'on peut trouver, qui postulent chez nous, enfin... Là, il n'y a aucun problème. Et là, clairement, ça se ressent parce qu'on a diverses activités qui viennent chez nous, on a des beaux porteurs de projets qu'on peut accompagner sur le long terme, et c'est très agréable. Et voilà. Maintenant, pour revenir un petit peu à la déclaration de Sarah Knafo, clairement, l'euro numérique, déjà, ils ont toujours dit non. Et là, je ne pense pas que ça va avoir un impact exceptionnel. Je pense qu'elle a juste envie de monter dans le train, en fait. Elle sent que ça bouge dans tous les autres pays, etc., de garder les entreprises en France. Elle sent qu'il y a des gens, des sociétés qui sont en train de partir, de se poser des questions, où est-ce qu'on va aller. Il y a des fiscalités, puisqu'on va certainement y retourner. En Europe ou autre, je pense à l'Allemagne, je pense au Luxembourg, etc., qui sont beaucoup plus attirants que nous. Et je pense qu'elle veut garder nos entreprises ici. Et voilà. Et justement, pas loin de chez nous, en Allemagne, la Deutsche Bank, la plus grosse banque d'Allemagne, veut son propre Layer 2 construit sur Ethereum. Raphaël, qu'est-ce qu'on peut... Déjà, on peut expliquer peut-être un peu quel est le projet, mais qu'est-ce qui se passe maintenant? Les banques ça va se passer sur Ethereum? Oui, alors en fait, ce qui est très intéressant, c'est que on a quand même assisté. Donc en gros, tout est parti d'un article de Bloomberg, donc bon, évidemment est une référence, mais qui en réalité, quand on regarde un petit peu plus précisément le projet, qui revient en fait sur un projet qui a déjà été annoncé, pour remonter un peu dans le temps. En fait, en début d'année, Deutsche Bank a annoncé donc un partenariat avec Memento Blockchain pour effectivement commencer à explorer. Je ne vais pas rentrer dans les détails, mais en gros, comment s'appuyer sur Ethereum et donc construire un L2, mais de consortium, pour commencer à tester tout ce qui est validation des transactions. Et en fait, avoir des transactions moins chères et plus rapides. Et en fait, là, ce qui s'est passé, c'est que l'info donc n'était pas nouvelle. En revanche, ils ont commencé à opérer donc des transactions, et c'est pour ça que Bloomberg a réécrit sur le sujet. Et en fait, ce qui est intéressant, c'est que vous avez en réalité aujourd'hui un mouvement où vous n'avez pas des banques qui vont directement utiliser des blockchains publiques, mais qui vont en fait prendre les blockchains de consortium sur lesquels ils ont commencé à travailler et en faire des L2 qui sont appuyés sur des donc Layer 1 comme Ethereum. Et en fait, c'est ça qui va être très intéressant, c'est que vous avez d'un côté des L2 historiques qui se sont construits, donc vous avez vraiment des L2 purs, et vous avez de l'autre côté des L2, même L3, en consortium, des blockchains privés qui vont commencer à s'ouvrir et devenir plus ou moins, et c'est là où ça va être intéressant à suivre, potentiellement un peu permissionless, c'est-à-dire ouvert aux autres. Donc voilà, c'est ça qu'on va observer, et effectivement, c'est un mécanisme qui serait intéressant pour des grands groupes qui veulent garder le contrôle sur leur blockchain, mais profiter en fait de la sécurité et de la scalabilité des Layer 1. Valentin Demey, est-ce qu'on peut comparer un petit peu ça, et vous aussi autour de la table, évidemment, si vous voulez réagir, est-ce qu'on peut comparer un petit peu ça, là, ce qui se passe au niveau des banques et de la blockchain, à l'intelligence artificielle qui s'appliquerait pour tout un tas d'entreprises, où en fait un peu le narratif qu'il y a derrière l'intelligence artificielle, c'est de dire l'intelligence artificielle, il ne faut pas en avoir peur, c'est un outil, il faut l'utiliser, et si on l'utilise, tout simplement, vous n'aurez pas de problème parce que vous aurez un avantage par rapport à ceux qui ne l'utilisent pas. Est-ce que maintenant les banques peut-être commencent à se poser la question et se dire, nous, si on n'utilise pas ces nouvelles technologies-là, la blockchain notamment, tokenisation d'actifs, etc., on risque de se faire un petit peu dépasser? En fait, ça existe depuis 2017, cette réflexion, elle n'a jamais vraiment abouti parce qu'il y avait des problématiques techniques qui est, en fait, je veux garder la main sur ma donnée, je ne veux pas forcément m'embêter en allant sur un standard. Quel standard sera le standard qui régnera demain? Est-ce que c'est le standard sur Ethereum? Est-ce que c'est le standard sur Solana? C'est pas les mêmes tokens, c'est pas le même langage de programmation. Comment je garde une donnée privée? Comment je la mets en public? Je veux pas qu'on sache qu'Amaury il est multimillionnaire et que c'est son dernier jour aujourd'hui sur BFM, par exemple. Mais j'aimerais quand même le communiquer à mon partenaire. Et ça, c'est important. Il y a une des deux infos qui est vraie, je vous laisserai choisir laquelle c'est. Chacun son âme et conscience. Mais en effet, il y a quand même cette problématique. Et aujourd'hui, on est plus vers la solution technique de blockchain as a service, où on se dit il faut quand même que ça communique entre les blockchains parce que la valeur réelle se situe entre la communication des blockchains, mais 80% peut tourner en interne et les 20% restants, il faut qu'il y ait ce bridge. La forme de ce bridge et comment il se concrétise est en train aujourd'hui de s'ouvrir sous nos yeux, et effectivement
effectivement, cette capacité technique, et on le voit à Cube3 parce qu'on a une boîte qui arrive et qui travaille sur ces secteurs-là, il y en a de plus en plus qui postulent qui travaillent sur ce secteur-là, qui est de faire du blockchain as a service, quelque chose de très facile et implémentable en 2 jours comme n'importe quel logiciel as a service. Et ensuite, quand on a besoin de faire passer un document sur une blockchain publique pour aller dans la finance décentralisée, c'est facile de faire ce bridge-là et c'est ça qu'on est en train de voir avec ces banques qui réfléchissent dessus depuis 2017, voire depuis avant 2017. C'est juste que là, il y a un cas concret qu'on a enfin trouvé. On a enfin trouvé la tech et la manière de le faire. Et il y a suffisamment d'actifs et de milliards, de dizaines de trillions de dollars sur la blockchain publique pour qu'il y ait un intérêt économique à le faire. Et non, effectivement, et ça va vraiment ouvrir le jeu parce que pour revenir à 2017, il y avait des projets comme Corda, alors qui existent encore, où c'était des consortiums de banques. On était sur une blockchain privée, mais en réalité, il n'y avait aucune économie de coût. Enfin, c'est-à-dire que tout ça a été mis en place, ils voulaient le tester, mais ils se rendaient bien compte que ça n'avait pas d'avantage. Là, ce qui est intéressant, c'est que vous êtes capable, en fait, de faire des économies de coûts parce que vous ne faites pas tout. Vous appuyez sur un layer 1, ce qu'on n'était pas capable de faire il y a effectivement plusieurs années. Maintenant, vous êtes capable, effectivement, d'avoir cette interopérabilité. Et donc, on va voir si on va rentrer dans un monde où chaque banque va avoir son layer 2 ou équivalent de layer 2, si vous allez avoir des grands layer 2 même de consortium, donc un peu public-privé, enfin, c'est ce monde qui se dessine. Ça va être intéressant de voir effectivement s'il y aura un standard, mais en tout cas le jeu s'ouvre et vous pouvez être sûr qu'on va avoir de plus en plus de banques qui vont s'y intéresser. Et puis dans 15 jours, il y a Mika qui rentre en application, donc la réglementation leur permet de pouvoir jouer en dehors d'un bac à sable, dans la vraie vie maintenant. Harry, on passe tout de suite quand même un peu à la déclaration fiscale, la déclaration de fin d'année, la déclaration de revenus. Ça intéresse certainement beaucoup d'entre vous. Bon, qu'est-ce qu'il y a à savoir rapidement et c'est quoi un petit peu les tips que vous pouvez nous donner, tips légaux évidemment, bien sûr, pour optimiser tout ça. Hors antenne pour les tips légaux. Non, je plaisante. C'est pas vrai. Non. Alors qu'est-ce qu'il y a à savoir? Moi, je pense déjà en France, on va distinguer les particuliers des sociétés. On va peut-être parler plus pour les particuliers parce que le timing est un peu serré malgré tout. Donc on sait que chaque contribuable a une déclaration d'impôt sur le revenu à faire. Le timing, c'est environ au mois de mai pour les déclarations, mai prochain juin prochain pour les revenus 2024. Il y a 2 déclarations principales qu'on va devoir remplir pour nos revenus en cryptoactifs. Quelles sont-elles? La première et la principale, c'est la 3916. D'accord, c'est celle de la déclaration des comptes à l'étranger. Faut pas stresser. Je suis pas là pour faire peur aux gens, au contraire. La 3916, c'est la déclaration des comptes à l'étranger. Bon, c'est une déclaration où simplement vous avez. On veut les tips, Arié. Hein? On veut les tips, on veut pas la pratique. Non, mais c'est bien. Bon, n'oubliez pas de déclarer les comptes à l'étranger. Voilà, ça veut dire les exchanges. D'accord. Pourquoi je dis ça? Parce que en 2026, il y a la DAC8 qui va être effective. C'est une directive de coopération administrative qui va obliger les exchanges à divulguer les informations, vos informations, qu'elles détiennent. Voilà, simplement. Ça veut dire que moi, je préconise de prendre les devants par rapport à ça. Ça veut dire que l'administration fiscale, elle va apprécier beaucoup plus que vous déclariez maintenant vos déclarations de compte à l'étranger, que vous attendiez 2026 pour le faire. Là, par contre, ça va être bon. Au niveau pénalité, pour déclaration de compte non déclaré, on est sur du 750 € par compte non déclaré. 1005, ça peut être doublé, il y a des variantes en fonction des revenus. Mais voilà, c'est ça l'idée. Bon, donc ces comptes à l'étranger. Après, ensuite, qu'est-ce qu'il faut faire? Bien gérer ses wallets. Vraiment, ne pas multiplier les exchanges, ne pas multiplier les wallets. Ça, c'est ultra important parce qu'on va s'y perdre au moment de la déclaration de la plus-value, qui est le CERFA 2086. Là, pour le coup, c'est très complexe. Je vous fais peur un petit peu encore. Déjà qu'elle est compliquée à calculer, il va falloir vraiment que vous soyez précis dans la déclaration des plus-values. Parce que déjà le calcul est assez savant. Donc, et comment on justifie en fait les gains qu'on a fait en fait? Comment est-ce qu'on sait que c'est du gain ou qu'il y a de la perte ou comment est-ce qu'on justifie l'administration fiscale? Alors clairement, le CERFA 2086 va vous permettre, il y a une formule qui vous permet de calculer cette plus-value. On parle d'un prix de cession, bien entendu. On évalue le portefeuille global, tout crypto confondu, par foyer fiscal, et on ajoute également à l'équation le prix d'acquisition du portefeuille. Tout ça vous permet de calculer une plus-value et après elle est fiscalisée. Alors en fonction des revenus que vous allez recevoir, on va pouvoir juger si c'est quelque chose qui est imposable, fait générateur d'imposition ou pas. Par exemple, en France, on sait que tout ce qui est conversion en stable, ça clairement, en particulier, c'est pas quelque chose qui est fait générateur d'imposition. Même si, pour le coup, il y a des discussions à ce sujet-là, parce que savoir si on considère le stablecoin comme une monnaie numérique, une monnaie électronique ou une crypto-monnaie. Voilà. Donc déjà, ça peut être un plan de convertir en stablecoin et de
ne pas se faire imposer. Donc ne convertissez pas en fiat directement, par exemple. Raphaël, Valentin, est-ce que vous avez des questions? Moi, j'avais juste une question, mais c'est très intéressant d'avoir la vision d'Arié. Arié est venu à Cube 3 il y a quelques semaines parce qu'il accompagne en partie certaines des startups de Cube 3. Et une des questions qu'on t'a le plus posée et qui est très intéressante, c'est pourquoi aujourd'hui il y a plein de boîtes aux États-Unis, en Asie, qui accumulent des bitcoins dans leur trésorerie et que nos startups et que nous, on a plus de difficultés à le faire. Qu'est-ce qui, pour toi, explique concrètement qu'en fait, on est à la ramasse sur la détention d'actifs numériques dans les sociétés en Europe? Est-ce que c'est interdit ou est-ce qu'on n'a juste pas le réflexe? Non, c'est pas interdit. Clairement, on a le droit d'avoir. Nous, on en a, hein, donc. Voilà, clairement, c'est pas quelque chose qui est interdit. On a le droit. Alors, il faut le faire intelligemment, bien entendu. On va pas on va pas faire couler notre société pour investir dans les bitcoins. Clairement, non. Il faut le faire intelligemment parce que derrière, ça peut avoir un impact au niveau juridique. On peut estimer que c'est un acte anormal de gestion, des choses comme ça. Donc, faut pas plonger dans ça. Maintenant, on est en liberté de le faire. Maintenant, la question, c'est de savoir pourquoi les entreprises fuient la France aussi. Parce que malheureusement, il y a plein d'entreprises qui, on le voit, hein, clairement. Raphaël fait la moue. Non, mais ce que je veux dire, c'est que pour vraiment suivre ces sujets, comme vous au quotidien, bien sûr. Ça n'est évidemment pas forcément simple tous les jours des entreprises crypto en France. Après, j'ai beaucoup voyagé ces 18 derniers mois et en fait, ce qui se passe, c'est que partout où je suis allé, on me disait les entreprises fuient. Alors, j'ai pas fait tous les pays de la planète, mais globalement, il y a quand même aussi ce sentiment, mais que je comprends parfaitement, de un peu citadelle assiégée de tous les écosystèmes crypto. C'est compliqué en France, mais ça l'était beaucoup aux États-Unis, ça l'est en Argentine, ça l'est. Donc après, là-dessus, je pense qu'il faut pas non plus être alarmiste. Il y a plein de très belles boîtes crypto en France. Il faut qu'elles restent. Bon, si elles doivent partir, elles partiront. Mais je pense que c'est pas aussi catastrophique que ça. En fait, j'ai le sentiment qu'on creuse un peu l'écart. Quand on voit des pays qui, tu vois. Oui, non, c'est vrai. Aux États-Unis, on voit que avant l'intronisation Trump 20 janvier, déjà on balance de grosses infos au niveau crypto, alors qu'en France, pour le coup, on essaie de contraindre les entreprises avec Mika, etc. C'est bien. Oui, mais bon, il y a aussi Cube 3, il y a des startups. Il y a quand même beaucoup d'entreprises. Pour moi, c'est l'un des meilleurs écosystèmes. Après, on peut toujours faire mieux et on doit faire mieux. Mais c'est l'un des meilleurs écosystèmes de la planète. Messieurs, merci beaucoup. Voilà, c'était mon dernier club BFM Crypto sur BFM Business. Merci beaucoup, Arié, d'avoir été là. Première fois sur BFM Business, mais tu reviendras. Merci, Raphaël. Merci, The Big Whale et tout. C'était un plaisir de vous avoir dans cette émission. C'était top. On t'a eu des États-Unis, on t'a eu de l'Asie, on t'a eu de Singapour. Partout. Voilà. Valentin, merci beaucoup aussi. Pareil. Quelle émotion. Venu d'Angers à chaque fois. C'était une longue route. Je suis allé à Angers. On t'a eu d'Angers à distance, donc merci. Très rapidement, merci Amaury d'avoir construit cette émission et Guillaume Sommerer et toute l'équipe de BFM parce que vous aviez été, Big Whale également, Crypto c'était une époque, des médias qui étaient là présents, mais l'un des plus gros, si ce n'est le plus gros média à avoir fait ce pari-là, qui je pense est un pari très propice à l'éducation et à la compréhension financière. Et donc merci pour ce rendez-vous et j'espère qu'il continuera. Et merci d'avoir été notre sparring partner pendant ces 3 dernières années à nous tous ici. Mais c'était un grand plaisir. Je vais vous dire quelques mots. Voilà, c'était mon dernier club BFM Crypto sur BFM Business. Être avec vous chaque jour ici à l'antenne depuis près de 2 saisons pour traiter quotidiennement cette thématique passionnante et d'avenir a été un privilège et un plaisir. Vous êtes chaque jour de plus en plus nombreux et j'en suis ravi parce que c'était un vrai challenge au moment où on a lancé cette émission quotidienne en direct, surtout avec les conditions de marché de l'époque. Merci aux intervenants aussi. C'est vous qui faites le succès de cette émission. J'ai une pensée particulière pour Guillaume Sommerer avec qui cette aventure a commencé. Quand je l'ai rejoint en 2021, il y avait les pros des cryptos en place chaque vendredi. Et puis 1 an plus tard, on a monté cette quotidienne ensemble, le Club BFM Crypto. Alors merci à lui. Je salue aussi Pauline Armandet qui nous a rejoint il y a 2 ans. L'émission ne s'est pas arrêtée depuis, malgré le bear market. On a eu plein de choses à raconter et vous étiez présents. J'ai eu la chance de connaître ici le Bitcoin à 16 000 $, puis ensuite le Bitcoin à plus de 100 000 $. On a bien fêté ça il y a quelques jours avec toi, Valentin, notamment. Merci à la direction de BFM Business pour sa confiance. Arnaud de Courcelles, Audrey Maubert, Olivier Ferrand, Jérôme Tichit. Un grand merci aussi aux équipes en régie, sans qui rien ne serait possible. Avec certains, on a pas mal d'heures de vol. Voilà, Fabien, Christophe, Yann aujourd'hui, Gwendal, Claire et tous les autres, évidemment. De nouveaux défis m'attendent. Je continuerai à créer du contenu sur cette thématique et plus largement la thématique de l'investissement. À très bientôt donc. Joyeuses fêtes et longue vie à BFM Crypto. Et Raphaël, tu voulais dire un mot? Oui, une dernière petite chose. Je crois que la rédaction de BFM a un petit message à te faire passer. Ah bon? Ah bah écoutez, on l'écoute. Bon, clairement, à court terme, c'est pas pour tout de suite, mais peut-être, sait-on jamais. Merci beaucoup d'avoir été avec nous. Amaury, je sais très bien qui vous êtes. Amaury. C'est quelqu'un qui est généreux et qui fait des libéralités. C'est toujours aussi joli. C'est vrai, il est beau. On a oublié de dire un truc. On s'en fout.
Amaury. C'était voilà, une aventure professionnelle, intellectuelle et humaine assez unique, qui n'aurait pas été la même sans vous. Oh, émotion. Bon, c'est de la merde. Amaury. Allez, merci beaucoup. Il y a encore du progrès à faire. Merci beaucoup de nous avoir accompagnés. Et ben voilà. Et ben voilà. Ah, c'est incroyable. Merci beaucoup. Merci à tous, évidemment, pour ces mots. Je sais que vous avez tous pris le temps de dire ça, évidemment. Merci pour ce super montage. Voilà, c'est avec émotion que je vous quitte aujourd'hui, mais je reviendrai et on se retrouvera, j'en suis certain. Merci d'avoir été avec nous. Et demain, c'est Guillaume Sommerer, les pros des cryptos, 15h. BFM Business, BFM Crypto, le club.